Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Dora Muto. C'était pour moi important de t'inviter, Dora. Bienvenue. Merci. Je suis heureuse que tu sois là. Alors, j'ai eu la chance de te croiser un jour en vrai, où on était ensemble en Thaïlande. Et ce que j'ai toujours aimé chez toi depuis des années que je suis ton travail, c'est ton franc-parler et ton désir de parler de la vérité et des choses qui sont vraiment authentiques dans un monde qui vibre souvent pas juste pour moi, tu vois, qui sonne pas juste. Et ta voix, je l'ai toujours trouvée très inspirante, très engagée et très puissante. Et je pense qu'on a besoin de plus de gens qui osent parler en public et qui osent déranger aussi des choses qui parfois sont établies depuis longtemps et qui ne font pas de sens. Alors j'en profite là aussi pour te remercier d'être cette personne dans le monde qui fait ce travail-là avec tout ce que tu es. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et je le fais parce que j'ai pas le choix. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui sonnent comme pour toi en fait tellement faux, tellement, enfin, que j'ai ce besoin d'essayer à ma façon de remettre des choses dans la vérité, à l'endroit le plus que je peux, parce que justement, je pense qu'on vit trop dans le mensonge à longueur de temps et qu'il y a des choses qui pour moi me paraissent des évidences et qui en fait je me rends compte le sont souvent pas pour beaucoup de gens quand je les énonce, quoi. Pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors je m'appelle Dora Muto, j'ai 34 ans. Je suis, alors bon, je sais jamais comment dire ce que je suis, mais je suis autrice, donc j'ai écrit 2 livres, un livre qui s'appelle À fleur de paix, qui parle du SIBO, qui est une maladie de l'intestin grêle. Donc c'était le premier livre sur cette maladie-là, qui est une maladie qui provoque énormément de ballonnement et de gaz. Et ensuite j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Mal baisé, qui est un livre qui parle du patriarcat sous les draps. Donc c'est un livre qui parle à la fois de sexualité, mais aussi de féminisme. Voilà, ça lie les deux. À côté de ça, j'ai un compte donc sur la sexualité qui s'appelle Tajoui. Et je suis aussi l'auteur d'un documentaire qui s'appelle Comment j'ai hacké mes intestins. Donc voilà, mes 2 sujets de prédilection ces dernières années ont vraiment été voilà, la santé intestinale, la maladie chronique, et puis la sexualité et le féminisme. Est-ce que tu as toujours été une personne aussi engagée? Non, je pense pas. C'est venu relativement tard, hein. C'est venu vers, je dirais 27, 28 ans. Il y a beaucoup de choses qui, je sais pas, enfin, je pense que ma maladie en fait m'a beaucoup changé. Donc cette maladie des intestins m'a fait évoluer énormément parce que avant j'étais quelqu'un qui travaillait dans la mode, donc dans un milieu relativement superficiel, et l'esthétique m'intéressait beaucoup, le vêtement, l'apparence m'intéressait beaucoup, et quand je suis tombée malade des intestins, il a fallu que je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et la maladie chronique, c'est quelque chose qui change les gens énormément. J'avais plus le temps de m'occuper de si j'étais jolie, pas jolie, etc. Et surtout, je me suis rendu compte des limites, malheureusement, de la médecine conventionnelle vis-à-vis des maladies chroniques. Et ça m'a choquée, interloquée, et surtout, il fallait que je trouve une solution pour arrêter d'avoir autant de gaz, parce que j'avais vraiment énormément de gaz. Ma vie sociale était un drame, j'étais en douleur tout le temps, et les médecins me disaient, bon c'est rien du tout, c'est dans ta tête. Et en fait, ça, moi, ça m'a radicalement changé. Ça a changé ma perception de
de tout en fait, de la vie, de la nature, de mon rapport aux gens, de l'intérieur de mon corps. Ça m'a révoltée. Enfin, ça a vraiment été une claque dans ma vie et c'est à partir de ce moment-là que je crois que je suis devenue militante dans l'âme, quoi. Qu'est-ce que ça a changé de devenir militante dans ton entourage, tes relations avec les gens? C'est difficile. Je pense que c'était plus calme avant. Enfin, ma vie a été beaucoup plus paisible avant. Surtout quand avant je parlais d'esthétisme, voilà, de mode d'esthétisme, ça dérange un peu personne, on va dire. C'est relativement bien accueilli, c'est fun. Tandis que quand tu commences à parler de sujets un peu touchy, et le féminisme, c'est encore plus, les droits des femmes, c'est encore plus touchy que presque le monde de la santé, bizarrement. Enfin, en tout cas, dans mon expérience. On se prend beaucoup de violence de la part des gens. Ça peut être de l'entourage proche, mais ça peut être aussi des gens très lointains, voire des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est très, enfin, ouais, c'est très désagréable en fait, parce que les gens, dès que t'as un avis tranché, un avis sur lequel t'as réfléchi, qui sort un peu de la norme, ben, faut qu'ils essayent de te faire taire en fait. Il y a quand même un certain nombre de gens qui ont une énergie folle pour essayer de faire taire d'autres gens qui disent des choses qui leur plaisent pas, quoi. Et c'est ce dont tu fais l'expérience depuis plusieurs années, où il y a pas mal de gens, pas mal de détracteurs qui essayent de te faire arrêter de faire ce que tu fais. Oui, ça fait quelques années maintenant, ça va faire au moins 2 ans. En fait, à travers ce compte Instagram Tajoui, donc c'est un compte où je parle de sexualité féminine. La sexualité féminine, pour moi, elle se vit à travers des organes. Ce sont des organes que seules les femmes ont. Donc, clitoris, vagin, utérus. Enfin, donc du coup, je parlais tout simplement de sexualité féminine en citant ces organes-là. Et on est venu m'expliquer que j'étais pas assez inclusive et que si je ne parlais pas de pénis de femme lorsque je parlais de clitoris, ça voulait dire que je suis transphobe. Donc depuis 2 ans, on est venu m'expliquer que quand on parle des femmes, en fait, le mot femme représente aujourd'hui le genre femme et non pas le sexe femme, la sexuation femelle. Et que donc, par conséquent, si je parle de sexualité féminine, il faut aussi que j'inclue les femmes trans, donc des mâles qui sont devenus transféminins, et donc qui ont encore parfois des organes mâles, qui ont encore parfois une prostate, qui ont encore parfois un pénis, enfin, voilà. Et on m'a dit que, ben voilà, il fallait que je parle de ces gens-là, sinon j'étais un monstre. Et je suis une des seules pages sexo-féministes qui a résisté dans le langage, c'est-à-dire que moi j'utilise un langage parce que moi quand je parle des femmes, mon angle c'est parler des femelles en fait. Et aujourd'hui je ne dis plus que je suis féministe, je dis que je suis fémeliste. Parce que pour moi la féminité justement il y a un souci, c'est que la féminité aujourd'hui on considère que c'est de l'ordre du genre et donc ce sont des artifices la féminité, c'est avoir les cheveux longs, avoir des ongles comme ci, comme ça, avoir des attitudes, etc. Mais c'est plus forcément en lien avec nos corps de femelles. Et donc, moi, mon angle sur Tajoui, c'est de parler aux femmes femelles. Et ça, aujourd'hui, c'est inentendable parce que il faudrait être inclusif tout le temps. Donc, par exemple, on me demande à longueur de temps de ne plus dire le mot femme et de dire, par exemple, personne menstruée. Ce qui inclut donc à la fois les femmes, mais aussi les hommes trans, donc les femmes qui sont devenues des hommes. Il faudrait que je parle de clitoris et de pénis de femme. Enfin, voilà, tout le langage est en train d'évoluer comme ça. Il faut pas dire mère, il faut dire birthing people, parce que les hommes peuvent avoir des enfants maintenant. Voilà, les hommes trans peuvent avoir des enfants. Et vu que j'ai résisté à ce langage, parce que moi je pense que il y a quelque chose qui tourne pas rond, et dans le fait de l'imposer. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent utiliser ça, grand bien à leur face, mais moi, c'est pas ça dont je parle. Ma niche, elle est pas là. Mais voilà, c'est devenu inentendable, donc je me suis fait énormément harceler.
Et peu à peu, j'ai développé aussi un esprit. Je dis souvent que je suis critique du genre, donc gender critical en anglais. Et on me traite à longueur de temps de TERF, ce qui veut dire Trans Exclusionary Radical Féministe, ce qui serait donc une féministe qui n'inclut pas les personnes trans. Et donc c'est devenu un cauchemar de la même façon que J.K. Rowling se fait complètement insulter parce que elle dit que seules les femmes ont leurs règles. Et ben il m'est arrivé la même chose à petite échelle en France. Waouh. Ouais. C'est choquant parce que selon moi, j'ai l'impression que c'est vraiment les gens qui surréagissent à quelque chose que tu dis toi sans mal. Et moi, je l'ai vécu aussi, comme je te disais tout à l'heure, avec une amie à moi, et à un moment dans une conversation avec un groupe de personnes, j'ai dit elle en parlant d'elle, ou en tout cas j'ai utilisé le pronom féminin. Et elle m'a reprise et elle m'a dit non, tu sais bien que je ne suis pas genré pronom féminin, je suis neutre, etc. Et en fait, le fait d'être reprise, moi j'ai trouvé que c'était étrange parce que elle s'est sentie comme agressée et elle s'est sentie obligée de me reprendre pour que j'arrête de parler d'elle dans ces termes. Mais moi j'ai pas envie d'arrêter de parler d'elle dans ces termes parce que pour moi c'est une femme. Et quand je fais ça, je ne le fais pas contre elle, je le fais parce que c'est fluide et c'est logique pour moi et c'est évident, mais pas pour la blesser, parce que c'est la réalité biologique et elle peut être tout ce qu'elle veut dans le monde, tu sais. Pour moi, les gens peuvent être absolument tout ce qu'ils veulent, mais c'est comme si, comme eux, ils se le permettaient pas, ils veulent qu'on mette une étiquette. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que on est en train de basculer dans un monde où ce qui est important pour les gens, c'est d'être appelés par leur genre. Donc en fait, cette histoire de pronoms, c'est se coller une étiquette. Ils en ont besoin parce qu'effectivement, ils sont pas capables d'être libres en étant ce qu'ils sont et ils veulent contrôler la perception qu'ont les autres d'eux. Sauf que c'est complètement vain dans le sens où moi j'ai pas de problème si toi tu veux, enfin, en tant que personne, tu as le droit de te donner un nom toi-même, tu as le droit de parler comme tu veux de toi-même. Mais ce que je trouve anormal, c'est quand quelqu'un effectivement t'impose ou m'impose sa perception. C'est-à-dire que elle a une perception d'elle-même neutre. Très bien. C'est la sienne. Mais t'imposer cette perception neutre à toi, lorsque toi, tu ne la vois, tu ne la ressens pas neutre, tu ressens, tu vois, tu constates que c'est une femme et que toi, tu as grandi dans un monde où on t'a appris que elle, ça correspond à une réalité biologique de femme, et ben, moi, ça, je trouve ça tordu. C'est-à-dire que cette idéologie-là, elle essaye de contrôler la perception des autres. Et même si tu utilisais they ou je sais pas quel pronom, en fait, dans le fond de toi-même, tu le ferais à contre-cœur et tu saurais que c'est une femme biologique. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas normal et ça va très très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grosses boîtes, LinkedIn, Google, etc., en fait, les gens maintenant mettent leurs pronoms sur leur t-shirt ou genre, c'est dans les réunions sur des petits bouts de papier ou même sur LinkedIn aujourd'hui, tu peux mettre they, enfin, tu peux mettre les pronoms que tu veux. Et en fait, ça commence à être institutionnalisé. Et j'ai un ami qui travaille dans une de ces grosses boîtes où il m'a dit, en fait, donc il y a un homme qui est devenu une femme et lui, ben, il se gourre tout le temps parce qu'il a toujours connu cette personne comme un homme et donc il dit il. Et apparemment, bah, il s'est fait convoquer par la RH parce que il a plus le droit de dire il. Wow. Et dans certains pays, je crois que c'est le Canada, en fait, ils en sont au stade de dire que c'est ce qu'on appelle le mégenrage. Et le mégenrage, ça commence à être pénalisé par la loi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à créer des lois qui vont faire que c'est un délit de mégenrer quelqu'un. Et ça, je trouve ça dingue. C'est-à-dire que, où est la liberté? Enfin, je veux dire, tu peux pas contrôler la perception des autres. C'est là que la limite s'arrête, en fait. Si quelqu'un a envie de parler de moi en disant que je suis rousse, même si je suis brune, bah, écoute, qu'est-ce que j'y peux? Enfin, ça se trouve, la personne est daltonienne, elle me voit rousse. Bon, bah, c'est chiant, mais bon, voilà, il dira que je suis rouge. Je vais pas aller enfin, je vais pas l'emmerder parce qu'il dit que je suis rousse à longueur de temps. Enfin, je veux dire, enfin, c'est sa perception de moi. C'est tout. Ou il y en a un qui va dire que je suis mince, il y a l'autre qui va dire que je suis grosse.
c'est sa perception de moi. Et je pense qu'il faut respecter les perceptions des gens, comme les avis différents des gens. Ouais. Et c'est la porte ouverte à beaucoup de violence au quotidien, en fait, parce que du coup, on va pas se comprendre. C'est la porte ouverte à beaucoup d'occasions de s'embrouiller. Mais pas seulement ça, il y a aussi après toutes les répercussions qu'il y a au niveau de des enfants, des adolescents qui savent plus où ils en sont parce qu'il y a plus de genre, mais il y en a tout un catalogue, en fait. En fait, le problème, c'est que on laisse, en fait, le genre est très puissant dans la société encore, dans le sens où si t'es une femme ou si t'es un homme, on va encore s'attendre à, je sais pas, si t'es un homme, par exemple, dans la plupart des endroits, disons, t'es un homme, tu travailles dans la finance, t'es dans un job, voilà, corpo normal, tu vas pas pouvoir aller en jupe au travail avec une perruque et des cheveux longs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, ce type de mecs qui ont des envies comme ça, esthétiques, et ben au lieu de se dire en fait je suis un homme et je suis comme je veux, je m'habille comme je veux, je suis qui je veux, je peux aller faire de la finance et du trading en talons hauts et avec des cheveux longs. Eh bien non, en fait c'est plus simple bizarrement dans cette société pour correspondre. En fait, il faut que le sexe et le genre correspondent tout le temps. Et donc par conséquent, c'est plus simple, tu seras mieux accueilli par les autres hommes si tu fais un coming out trans au travail et que tout d'un coup tu deviens donc une femme au lieu de t'assumer en tant qu'homme qui a ces goûts-là en fait. Et il y a beaucoup, enfin c'est dingue en fait, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment parce que les gens n'osent pas être qui ils veulent être et que justement il y a encore ces cases femmes, hommes et des goûts ou des esthétiques qui correspondraient soit aux hommes soit aux femmes. Et que donc si ben tu aimes l'esthétique du sexe soi-disant, enfin du sexe opposé, quoi, et ben donc il faut que tu transitionnes. Et donc en fait pour moi c'est une idéologie digne des années 50, quoi. C'est-à-dire que moi je croyais qu'on avait dépassé ça. Je croyais que justement on était dans un véritable gender fluide, lorsqu'en fait là ça recrée les catégories. En fait, c'est un manque de s'autoriser à être vraiment créatif avec sa vie et faire ce qu'on veut. C'est ça. C'est ça. Waouh. Sauf qu'aujourd'hui, bon, ça va plus loin dans le sens où bon, il y a tout un, faut être réaliste sur le fait que, en fait, aujourd'hui, il y a une sorte de gender industry qui est en train de se créer. Et cette industrie du genre, enfin, je veux dire, il y a la pharma derrière, enfin, parce que tout ça, c'est à base de transition hormonale. Donc, tu es client à 12 ans et tu es client à vie. C'est un client à vie qui va prendre des injections d'œstrogène ou de testostérone. Il y a aussi le monde de la chirurgie esthétique derrière, parce que ça demande quand même beaucoup de chirurgie esthétique. Il y a le monde évidemment de la mode, du make-up, etc. Parce que voilà tout ce délire gender neutral, etc. Enfin, ça permet de refaire du marketing en fait. Ça permet de présenter des vieux produits comme des nouveaux produits. Donc en fait, moi je crois que il y a quelque chose de très industriel derrière cette idéologie. Il y a beaucoup d'argent. Ouais, chercher à qui ça profite. C'est ça. Ouais. Waouh. Je me demande comment on a pu tomber là-dedans collectivement, tu sais. Je regardais une vidéo il y a quelques mois, l'année dernière déjà, ça frétillait beaucoup, les gens en parlaient beaucoup de tout ça. C'était, je crois, Jordan Peterson qui avait invité une femme qui vient de Corée, de Corée du Nord et qui avait été, elle, esclave en Chine et qui s'en était sortie et qui était allée étudier aux États-Unis. Et quand elle était arrivée aux États-Unis il y a quelques années, elle s'était dit, c'est bon, je suis sauvée, c'est le pays de la liberté, etc. Et elle a débarqué dans une université où, en fait, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle marche sur des œufs avec tout ce qu'elle disait, parce qu'il y avait cette woke culture qui était là, qui se mettait en place. Si un homme lui tenait la porte, en fait, elle n'était pas une femme puissante. Si telle personne, il fallait faire attention aux personnes de couleur, telle personne, et elle s'est dit, mais c'est pas possible que cette société si avancée, parce qu'elle, elle pensait que les États-Unis, c'était une société avancée et libre. Elle s'est dit, mais en fait, les gens sont pas libres du tout. C'est dur à comprendre comment cette woke culture est arrivée, mais disons que ça fait longtemps que les universitaires, en fait, croient à des concepts qu'a écrit, par exemple, Judith Butler, qui est vraiment celle qui a théorisé toute la pensée queer, ou vraiment, il y en a beaucoup. Et j'ai l'impression que cette pensée qui était extrêmement théorique,
est devenu applicable de façon un peu tordue par des militants. Et en fait, pour moi, dans la pensée woke, il y a des bonnes choses, dans le sens où d'un point de vue intellectuel, c'est intéressant de l'explorer, mais quand ça devient appliqué au premier degré bêtement, c'est là que ça marche plus. C'est là que, pour moi, c'est un peu le problème, c'est que des philosophes ou des sociologues vont écrire des livres complexes, et tu vas avoir des militants qui le prennent un peu au pied de la lettre et qui après en font des posts Instagram très simplifiés ou des vidéos TikTok, on va dire. Et du coup, ben, la précision se perd complètement et on arrive dans des trucs hyper clichés, ridicules, où il y a plus, enfin en fait, on est dans un monde où on manque de nuances en fait. Il y a plus de nuances. Je pense aussi que les algorithmes faussent complètement, c'est-à-dire que je pense que les Facebook, Instagram et autres sont hyper responsables de ça. C'est-à-dire qu'on s'enferme tous dans nos niches et on consomme toujours tout le temps la même chose parce que l'algo a compris ce que tu aimais, etc. Et du coup, ça t'enferme dans ta propre idéologie. Et que ce soit l'idéologie woke ou par exemple l'idéologie d'extrême droite, qu'importe, et ben en fait les gens s'enferment dans des trucs hyper identitaires comme ça. Et je pense aussi que c'est vachement en lien avec le fait que il y a plus beaucoup de spiritualité en Occident et que finalement les gens, en fait, ces idéologies-là, c'est comme des églises au final, avec certains gourous, avec certains principes en fait. Et si tu appliques pas bien les principes, et ben, pan cucu quoi. Enfin, on va t'embrouiller quoi. Voilà. Ok. Et comment toi tu vois les choses dans les années à venir? Est-ce que c'est plutôt scénario catastrophe, ça va devenir de plus en plus compliqué, ou est-ce que tu sens que les gens se réveillent à Non. cet extrémisme et comprennent qu'on peut pas aller dans ce sens-là? Moi, je pense que j'ai pas beaucoup d'espoir en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que donc il y a 2 ans, j'ai pris conscience que l'idéologie du genre et que la queer théorie allait prendre le pas sur le féminisme. Je l'ai vu venir parce que en fait, on a eu un mouvement féministe vraiment important avec le MeToo et ça pouvait pas durer. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu un éveil des femmes et tout d'un coup, en fait, la vague pro-genre, ce concept, enfin le transféminisme a pris le pas sur en fait le féminisme MeToo et est en train de l'étouffer. Et moi j'ai essayé un peu de prévenir en fait parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pressenties parce que j'ai beaucoup lu etc là-dessus et j'ai essayé d'alerter et je me suis rendu compte que la plupart des femmes étaient totalement immobiles et étaient pétrifiées parce que en voyant le harcèlement et la violence que je me prenais, c'est-à-dire des milliers de messages d'insultes, de voilà, des menaces de mort, enfin, je me suis fait couper les freins de mon vélo à Paris, je me suis fait enfoncer ma porte à Paris, mais vraiment des trucs très graves, hein. Enfin, voilà, aujourd'hui, dans les Fnac, il y a des crews de personnes qui vont coller sur mes livres mal baisés, ne pas acheter, cette personne est transphobe. Donc, je veux dire, le truc va très loin, hein. La cancel culture, je la vis, je la subis. Enfin bref, quand je travaille avec des marques sur Tajoui, ces personnes-là contactent les marques pour essayer d'annuler mes contrats. Ça a un vrai impact sur ma vie financière. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Et quand, en fait, le fait d'alerter, c'est ça que je me suis pris dans la tête, en fait. Et il y a très peu de femmes qui osent réagir à ce qui se passe, même si elles sentent que c'est pas juste, parce qu'elles ont tellement peur de ce que je me prends, et ce que se prend J.K. Rowling, et se prend d'autres femmes qui parlent, qu'elles bougent pas. Et moi, je pense que maintenant, si on regarde ce qui est en train de se passer, les lois sont en train de changer dans plein de pays, le Canada, la Suisse, la France, enfin bref, les États-Unis. Et j'ai pas beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que je pense qu'on va tomber dans la tête la première dans cette idéologie. Je pense que ça a beaucoup pénalisé les femmes. Par exemple, là, je suis très curieuse des Jeux Olympiques qui vont arriver parce que
on se retrouve quand même avec des femmes trans, donc des personnes mâles qui jouent avec les femmes dans le sport féminin et qui parfois même souvent gagnent, tout simplement parce que physiologiquement, ils ont des capacités supérieures. Et donc ça, pour moi, c'est dramatique dans le sens où les femmes se sont battues, enfin si les gens connaissaient l'histoire du féminisme et de la lutte des droits des femmes, elles se sont battues pour avoir leur propre sport, pour avoir leurs propres espaces pour jouer et pour pouvoir gagner aussi, parce que quand elles étaient confrontées à des hommes, elles pouvaient pas forcément gagner. Donc en fait, pour moi, là, on est en train de perdre ces droits-là, par exemple. Les prisons aussi, c'est un problème. Enfin, à plein de niveaux de la société, ça va être un problème. Et j'ai l'impression que les gens prennent conscience doucement, mais c'est pas parce en fait, ils agissent pas. Il y a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire que les quelques femmes qui font contre-pouvoir, j'en fais partie en France, et en fait, on se fait lyncher. Donc, on n'a pas de financement, donc on va pas aller bien loin, c'est une évidence. Tandis qu'en face, on est face à une idéologie qui est très très organisée, avec des associations, beaucoup d'associations, des financements qui viennent de grosses fondations, et donc avec aussi le lobby pharmaceutique derrière qui a ses intérêts là-dedans. Donc moi j'ai peu d'espoir parce que y a la résistance en face existe pas en fait. Donc ils ont le champ libre. Ok, mais un truc en plus, c'est pas comme si on avait déjà beaucoup de choses à gérer en ce moment, mondialement. Souvent, il y a des personnes qui me disent, mais c'est du chaos, c'est pas orchestré par des gens là-haut. Et moi, je pense que les gens là-haut savent très bien créer du chaos et tirer les ficelles pour mettre le bazar. Et je pense que ça a été très bien fait, de façon très insidieuse, ainsi comme on dit. Ça a été très, très vite en fait. En fait, une idéologie peut pas s'implanter si rapidement sans beaucoup d'argent. C'est-à-dire que je ne crois pas au changement sociétal tout d'un coup comme ça. Je veux dire, les gens pensent que ça s'est fait naturellement. Non, en fait, c'est-à-dire que pour que les lois changent ou pour que les médias s'intéressent subitement en masse à un sujet et aillent dans un sens et pas dans un autre, c'est-à-dire que il y a quand même des gens dont le travail est de faire du lobbying sur une cause, en fait. Et donc, cette cause-là est présentée comme une cause humanitaire, de droits de l'homme, d'avancée, de progressisme, etc. Et il y a des gens qui font le travail d'aller voir des députés, des sénateurs, pour essayer de les convaincre d'aller en ce sens, d'aller voir les marques pour leur parler des pronoms, etc. et de l'inclusivité. Et donc, tout ça est très bien pensé, packagé, pour que ça avance si vite. Parce qu'en l'espace de quelques années, je veux dire, enfin, si on compare par exemple à l'idéologie féministe, cette idéologie rame. C'est-à-dire que maintenant, ça commence à aller mieux. Je veux dire, ça fait 100 ans hein, que les femmes, elles ont commencé. Et c'est pas... Enfin, il n'y a pas la même fulgurance, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Oui, il y a quelqu'un qui a contribué au financement. Il y a un groupe de personnes qui ont contribué au financement parce que ça va rapporter. Ça rapporte déjà. Oui, ça va rapporter, ça rapporte déjà. Et au-delà de ça, je pense que c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est aussi une histoire idéologique, profonde, philosophique, de croire à un monde transhumaniste, en fait. C'est-à-dire que c'est l'idée, en fait, c'est une idée qui va avec l'air du temps. C'est-à-dire, là, il y a Facebook qui se lance dans le métaverse. C'est cette idée que de toute façon, on va tous devenir une sorte d'avatar digital, qu'on va tous pouvoir en fait se réinventer au-delà de la nature et de la réalité. De toute façon, on est dans cette idéologie où la nature, enfin, je veux dire, les grands de la Silicon Valley, etc., pensent que la nature c'est plus ou moins foutu et que si c'est pas foutu, ce sera rattrapé par la technologie ou ce sera rattrapé par le fait qu'on va, comme Elon Musk pense, on ira trouver des ressources sur d'autres planètes, ou sinon, comme Zuckerberg a l'air de le penser, c'est que quelque part, on importera nos esprits dans le monde digital, et puis on fera ses courses dans le monde digital, on aura des avatars dans le monde digital, et donc on deviendra qui on veut, au-delà des contraintes de la nature et des contraintes physiques. Et donc pour moi,
qui se passe là à petite échelle, c'est le premier pas. C'est-à-dire qu'on fait déjà croire aux gens que la biologie, on peut la changer, que ton nom, ton pronom, etc. n'a pas d'importance, que tu peux tout changer. Et je pense que les gens sont profondément malheureux et que cette idéologie du métaverse, ça leur fait plaisir parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vivent des vies misérables et qui se disent ils ont envie de se réinventer de A à Z et que avec cette idéologie-là, ça le permet. Ça permet de dépasser les frontières du corps. Waouh. Et en même temps, moi, je vis dans ma bulle, comme on disait tout à l'heure, avec les réseaux, chacun est dans sa bulle. Moi, ce que je vois, c'est plutôt des gens qui reviennent à plus de bon sens, qui vont revivre dans la nature, qui se connectent à leur propre spiritualité, qui sont tournés vers des choses qui sont en lien avec je peux me transformer, je peux me réinventer, mais plutôt à la Joe Dispenza, j'ai de la puissance sur la matière avec mon mental, etc. Donc je vois des choses qui sont beaucoup plus positives que ce qui se passe dans le monde, et ça me fait mal de voir ce qui se passe dans le monde, alors qu'en fait tout est là, on peut s'en saisir et revenir dans un espace où on se sent de nouveau puissant, mais avec qui on est, avec les cartes qui nous ont été distribuées en fait. Et c'est ça, est-ce que tu sens quand même qu'il y a des gens que ça intéresse? Oui, bien sûr. En fait, j'ai l'impression que le monde est en train de se diviser en deux. Effectivement, il y a les gens dont tu parles qui opèrent un retour vers la nature, qui se mettent à la permaculture, qui reviennent en fait, justement, qui ont envie de plus de réel, quoi. Mais j'ai l'impression que ça reste relativement minoritaire, même si bon, il y a de plus en plus de gens qui ont des prises de conscience. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux mondes. Il va y avoir ce monde de gens finalement qui vont refuser la totale hyper digitalisation, euh, mais je pense que ce sera une minorité et je sais pas comment ça va comment ça va se passer, si ça va être possible de résister très longtemps, si du coup ces gens vont pas totalement devoir vivre en autarcie, et à la limite tant mieux, peut-être que c'est la solution finalement. Enfin, je sais pas, mais je pense que dans les années à venir ça va être très compliqué. Enfin, là on voit bien, il y a des QR codes partout, on est tout est tracé. Les gens s'inventent des personnages digitaux. Enfin, je suis un peu, je suis pas très sereine pour l'avenir personnellement, moi. On va trouver un territoire et puis s'en saisir et s'installer. Oui, Prenons une île. je pense que oui, peut-être qu'il faut revoir, oui, les choses comme ça. Et en même temps, je pense que toi et moi, par exemple, on utilise les réseaux le mieux possible, mais quelque part, on est aussi, tu vois, coincé dans nos propres bulles idéologiques, etc. Enfin, je sais pas, tu vois. Je, c'est dur de Ouais. complètement s'en émanciper. Oui, c'est dur. Mais je pense aussi qu'il y a une grande majorité silencieuse Ouais. qui peut-être aujourd'hui ne se prononce pas, mais n'en pense pas moins. Et qui aujourd'hui est un peu, tu sais, se dit, bah, tant que ça me touche pas, moi je dis rien. Mais que peut-être à un moment, beaucoup plus de gens vont élever leur voix et dire, bah non, moi ça me va pas qu'on me dise de faire ça au travail, ça me va pas qu'on dise à mes gamins à l'école qu'ils peuvent changer de sexe alors qu'ils ont 5 ans, ça me va pas. En fait, peut-être que c'est aussi en lien avec cette grande majorité qui à un moment va l'ouvrir. Enfin, j'ai espéré ça et malheureusement, j'y crois pas. J'y crois plus. Quand je vois, enfin, je sais pas, quand je vois certains reportages, voilà, où on voit des enfants enfin, voilà, dont les parents disent que l'enfant est du sexe opposé et que donc que le gamin va prendre des bloqueurs d'hormones à 8 ans et demi. Enfin, voilà, quand je vois ce type de reportage, je lis les commentaires en dessous et c'est dithyrambique. Les gens trouvent ça génial. Les gens pensent que les parents sont extrêmement progressistes. Les gens voient pas le mal, en fait. C'est ça que moi, j'ai fini par comprendre. C'est que plein de gens ne voient pas le mal. Et je pense que les gens ont peut-être pas vraiment réfléchi au sujet et on leur donne pas l'occasion d'y réfléchir. Du moins en télé, on leur donne pas l'occasion d'y réfléchir. Sur Internet, il y a peu d'espaces qui proposent ça. Faut déjà être un peu dans des niches, euh,
pour commencer à se poser la question. Et moi, je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même énormément de gens qui, bah, qui sont immobiles. Et tant que ça les touche pas effectivement extrêmement personnellement, ils font rien. Mais le problème, c'est que je pense que ce sera trop tard. C'est-à-dire que une fois qu'une idéologie est vraiment très bien installée au niveau des lois, au niveau des entreprises, etc., bon je pense qu'on finira par rétro-pédaler, mais dans 10 ans. Ouais. Et où est-ce qu'on en sera dans 10 ans? Je me le demande. Ouais. Je pense qu'il y aura eu beaucoup de dégâts. Alors moi, je suis absolument ravie de pas avoir d'enfants dans cette période, par exemple. Mais si j'étais, par exemple, parent, je serais inquiète. Je serais très inquiète de ce qu'on va mettre dans la tête de mon gosse. Si j'étais une sportive, je serais inquiète pour voilà les compétitions. Si j'étais une femme en prison, je serais inquiète. Enfin, voilà. Mais effectivement, pour l'instant, vu que ça touche pas la société globalement, bon, les gens se disent oh c'est rien, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle individuelle pour pouvoir porter notre voix, pour pouvoir soutenir ton travail, par exemple, et le travail des personnes comme toi? Vous êtes peu nombreuses. Pour moi, il faut juste tout simplement rappeler qu'on a le droit de penser qu'une femme, c'est une femelle adulte humaine. Tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour plein de gens, ou pour des entreprises, pour des sénateurs, pour des gens au gouvernement, ce n'est plus forcément une évidence. C'est-à-dire que une femme, ça n'a pas forcément une vulve. Une femme, c'est pas forcément une femelle. Je veux dire, c'est ça. Et moi, je pense qu'il faut continuer en fait à parler de biologie et à dire que certaines personnes ont envie de se définir par leur biologie. Moi, je me définis par ma sexuation. Je suis une femme, une femelle, et j'accepte pas. Enfin, je veux pas qu'on, par exemple, aujourd'hui, on parle de femme cis, par exemple. J'imagine, t'as déjà entendu cette expression? Oui. Voilà, une femme cis. Moi, je refuse qu'on m'appelle femme cis. Je suis pas une femme cis. Je suis une femme femelle. Je suis pas une femme cis. Je veux dire, je pense qu'il faut peut-être un peu lutter contre je sais pas, en fait, ne pas accepter toute la novlangue, tout simplement. C'est aussi une façon de lutter, en fait. Parce que c'est souvent par cette novlangue qui a l'air très inoffensive au départ que les concepts s'installent et que on déforme la langue et c'est à ce moment-là qu'on n'arrive plus à s'entendre et qu'on se comprend plus. Parce que justement, enfin moi il y a des gens avec qui j'ai eu des embrouilles gigantesques juste simplement parce qu'on n'a pas la même définition du mot femme. On parle pas des mêmes choses. Ok, ça c'est très simple et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut décider d'expliciter sa définition et de l'honorer. Oui, et puis de oser poser les questions, c'est-à-dire que une femme c'est quoi? C'est quoi une femme? Et je pense que c'est important d'en parler autour de soi, de poser cette question et puis de challenger les gens. C'est-à-dire que si les gens vous répondent des clichés, il faut pas hésiter à leur dire mais ça c'est un cliché sexiste en fait. Une femme ce n'est pas ça. En fait une femme ce n'est défini, c'est pas défini par son esthétique, c'est pas défini par des goûts. Une femme elle peut être qui elle veut. Elle est juste née dans un corps femelle en fait et à partir de ce moment-là elle est qui elle veut dans le monde. Elle s'habille comme elle veut. Enfin voilà, et je vois pas pourquoi il faudrait avoir honte de nos sexes et je pense aussi qu'il faut pas avoir peur de parce qu'aujourd'hui il y a cette injonction à l'inclusivité. Il faut forcément être inclusif de tout le monde, mais en fait on a le droit de juste être une personne ou d'être un média qui parle d'un angle et je trouve ça
plus sain qu'il y ait juste, par exemple, d'autres personnes ou d'autres médias voilà, où il y ait d'autres types de représentations. Mais en tant que soi individu, on n'est pas obligé d'inclure la terre entière quand on parle de soi-même. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Pour ne pas heurter les autres, C'est ça. ne pas leur marcher sur les pieds, en fait, c'est la responsabilité à l'envers. C'est je fais attention à toi pour ne pas te heurter, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, et puis même ce concept, tu vois, ce truc de vachement la mode, trigger warning, safe space, etc. Moi, ça me dérange. Enfin, la vie, des fois, des fois, tu vas entendre un truc qui te dérange, qui est douloureux, qui est pas agréable, ou t'es pas d'accord. Et ça devrait être ok, en fait. Enfin, la vie, c'est pas une petite bulle. Et aussi, quand on énonce une vérité, une réalité, si elle te dérange, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème, en fait. Enfin, faut que les gens apprennent à dealer avec les choses qui les dérangent, tout simplement. Et ça, je trouve qu'il y a toute une génération, en tout cas moi, qui me demande sans arrêt sur Internet de mettre des trigger warnings, de créer des univers où en fait ils vont jamais avoir mal, ils vont jamais être heurtés. Mais comment on évolue? Enfin, je veux dire, des fois c'est quand on a mal qu'on change, en fait. Souvent même, ouais. Tout à fait. Merci Dora, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter? Non, rien de particulier. Enfin, merci de m'avoir donné la parole et j'ai envie de dire, vive la liberté d'expression. Tant qu'elle est encore là. Elle est encore là. Ouf. Ça ne dure plus très longtemps, cette histoire. Oui. Est-ce que donc tu as des livres que tu proposes au monde? Donc bien sûr, nous invitons les personnes qui nous écoutent à les acheter à Fleur de Paix et Mal Baisé. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont à venir pour toi? Est-ce que tu as une autre actu que tu voudrais partager? Non, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'actu à part ce livre qui est sorti à Mal Baisé il y a quelques mois. Non, et puis je songe à écrire un 3e, je réfléchis, je sais pas encore, voilà. Super. Merci beaucoup Dora, tu es toujours la bienvenue si tu veux revenir parler de thèmes qui te tiennent à cœur. Avec plaisir. C'est super, c'est très intéressant. Et tout le meilleur pour toi et tout le soutien pour tes combats qui sont tellement importants aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!